Alors, imaginez un peu la scène. On est le 7 juillet 2012. On se retrouve dans une salle de l'université de Cambridge. L'ambiance est un peu solennelle, je dirais. Il y a là un groupe des plus grands neuroscientifiques du monde. Et à la fin de leur conférence, en présence de Stephen Hawking, excusez du peu, ils signent un document. Mais attention, c'est pas un simple compte-rendu, c'est un texte très court, très dense, qui pourrait bien être un des plus importants de notre siècle, la Déclaration de Cambridge sur la conscience. Aujourd'hui, on se plonge dans ce texte. Grâce à sa traduction publiée dans les cahiers antispécistes, notre but, c'est de comprendre ce qu'il dit, pourquoi il a fait l'effet d'une bombe et ce qui change au fond dans notre façon de voir les animaux. C'est un document qui est absolument fondamental. Pour bien comprendre sa portée, il faut se souvenir du contexte. Pendant des siècles, la pensée en Occident, elle a été très marquée par des gens comme Descartes, avec cette idée de l'animal-machine. Un automate, complexe peut-être, mais Sans vie intérieure. sans conscience. Et là, en 2012, ce ne sont pas des philosophes, ce sont des spécialistes du cerveau qui se lèvent et qui disent « preuve à l'appui, on a fait fausse route ». La question qu'ils posent, elle est toute simple. Est-ce qu'on est les seuls êtres conscients sur Terre? Et leur réponse, c'est un non, mais un non retentissant. D'accord, alors entrons dans le vif du sujet. Le texte commence par dire un truc important. Les outils pour étudier la conscience ont explosé. On n'en est plus à juste regarder un animal et essayer de deviner ce qu'il pense. C'est ça le grand changement. Regarder la carrosserie d'une voiture et vraiment ouvrir le capot pour voir comment le moteur tourne. Le texte parle de nouvelles techniques qui permettent par exemple d'activer ou de désactiver des circuits de neurones bien spécifiques pour voir ce qui se passe. Du coup, on arrête de deviner. On commence à identifier ce qu'ils appellent les substrats neurologiques. C'est un mot un peu technique, mais l'idée est simple. On cherche les pièces, le câblage du cerveau, qui doit absolument être allumé pour que la conscience s'allume. C'est du concret. Et c'est là que ça commence à devenir piquant. Le document jette un premier pavé dans la mare, n'est-ce pas Sam? Il s'attaque à un de nos plus grands dadas, notre fameux néocortex. Cette partie du cerveau qu'on a toujours vu comme le siège de tout ce qui est intelligent et conscient. C'est le premier coup de théâtre. Complètement. La déclaration, elle s'attaque frontalement à cette idée que la conscience, la vraie, serait un produit de luxe de notre gros néocortex. En gros, les scientifiques disent « et si on avait regardé au mauvais endroit depuis tout ce temps ?» Ils affirment que se focaliser que sur le néocortex, c'est ignorer des parties immenses du cerveau qui sont en fait cruciales. Je comprends bien l'idée de chercher les circuits dans le cerveau, mais est-ce qu'on n'est pas toujours à la limite de faire de l'anthropomorphisme? Quand je vois un animal qui s'enfuit, j'imagine qu'il a peur. Mais est-ce que la science peut vraiment prouver que c'est une émotion consciente et pas juste un réflexe hyper sophistiqué? Excellente question. Et c'est précisément le point que la déclaration s'acharne à démontrer. Elle ne se contente pas d'observer le comportement, elle regarde ce qui le produit. La source cite des expériences de stimulation cérébrale. Quand on stimule électriquement une toute petite zone, une zone très ancienne du cerveau, sous-corticale chez un rat, il va adopter des comportements de plaisir ou au contraire de peur-panique. Et ce qui est vertigineux, c'est que si on stimule la même région, l'homologue chez un humain, cette personne va décrire des émotions intenses très similaires, une joie soudaine ou une angoisse terrible. La correspondance est troublante. Ah oui, donc si le même interrupteur produit le même effet chez des espèces si différentes, ça devient difficile de dire que pour l'un c'est une vraie émotion et pour l'autre un simple automatisme. Précisément, et le document va plus loin, avec un exemple qui parle à tout le monde. Les jeunes, un bébé ou un chiot, son néocortex n'est pas encore mature, loin de là. Et pourtant, personne ne doute qu'il puisse ressentir de la joie, de la peur. Bien sûr. Pourquoi? Parce que ces émotions de base sont gérées par ces fameux circuits sous-corticaux, qui, eux, sont fonctionnels très tôt. La capacité à ressentir, en fait, c'est pas le sommet de l'évolution, c'est le socle. C'est le système d'exploitation de base qui est préinstallé. Ça change complètement la perspective. On n'est plus dans une pyramide avec l'humain tout en haut, mais plutôt sur un tronc commun très très ancien. Un tronc commun incroyablement ancien, oui. On est à des années-lumière de l'animal-machine de Descartes. Et tenez-vous bien, la déclaration va encore plus loin. Elle mentionne que certains circuits liés à l'attention, à la décision, ils sont tellement anciens qu'on en trouve des versions chez les invertébrés.
Les invertébrés. Oui, on parle d'insectes, de pieuvres, ça suggère que les racines de la conscience plongent bien plus profondément dans l'arbre de la vie qu'on ne l'a jamais imaginé. D'accord, donc on a ces circuits primitifs qu'on partage avec énormément d'animaux, mais le document part d'un cas qui, pour le coup, est complètement contre-intuitif et qui est peut-être le plus spectaculaire, celui des oiseaux. Leurs cerveaux sont tellement différents des nôtres, comment est-ce qu'ils pourraient avoir un niveau de conscience similaire? C'est là qu'entre en jeu ce concept d'évolution parallèle. C'est une idée magnifique. C'est un peu comme si la nature avait donné le même cahier des charges, fabriqué une machine capable de conscience à deux ingénieurs qui utilisent des pièces différentes. L'ingénieur mammifère, il a utilisé des briques de type néocortex. L'ingénieur oiseau, lui, a utilisé une architecture complètement différente. Et pendant très longtemps, on a cru que la solution de l'oiseau, c'était forcément une version low cost, moins performante. Mais ce n'est pas le cas, si je comprends bien. Pas du tout. Le bâtiment final, même s'il est assemblé différemment, il remplit des fonctions qui sont extraordinairement similaires. Le cerveau d'un oiseau, ce n'est pas une version inférieure, c'est une autre solution, tout aussi élégante, pour résoudre le même problème. Et les résultats sont stupéfiants. Le texte donne des exemples qui sont, oui, difficiles à croire. Il parle d'épis qui se reconnaissent dans un miroir. On peut expliquer un peu ce que ça implique. C'est un test célèbre, très révélateur. On fait une petite marque de couleur sur le front d'un animal anesthésié. Ensuite, on le met devant un miroir. Un animal qui ne se reconnaît pas va au mieux ignorer la marque. Il va croire que c'est un autre animal. Exactement. Mais la pie, comme les grands singes, les dauphins ou les éléphants, elle va faire un truc incroyable. Elle regarde son reflet, puis elle utilise sa patte pour toucher la marque sur son propre front. Ça démontre une conscience de soi. La compréhension que cet être dans le miroir, c'est moi. C'est une capacité de très haut niveau, chez un animal avec un cerveau qui pèse quelques grammes et sans néocortex. Et ce n'est pas tout. Le document mentionne aussi les perroquets. Il utilise une formule très forte, il parle de niveau de conscience quasi humain. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un perroquet? Ça fait référence aux travaux célèbres sur des perroquets comme Alex. Il ne se contentait pas d'imiter des sons, il comprenait des concepts abstraits. La couleur, la forme, la matière, le nombre. Il pouvait répondre à une question comme combien de clés vertes, ce qui demande d'identifier des objets, de les classer par couleur, de les compter et de formuler la réponse. C'est une performance qui dépasse celle de jeunes enfants. Ah oui, quand même. Donc, quasi-humain, ça veut dire que sur certaines tâches cognitives, les performances sont comparables aux nôtres. C'est fascinant. On a donc des cerveaux construits différemment qui aboutissent à des capacités similaires. Le texte évoque même le sommeil des diamants mandarins, qui sont de tout petits oiseaux. Oui, et c'est une autre pièce du puzzle. On a découvert chez eux des cycles de sommeil, y compris le sommeil paradoxal, la phase des rêves chez nous, avec des schémas d'activité cérébrale qu'on pensait tout simplement impossibles sans un néocortex de mammifère. Encore une fois, la nature a trouvé un autre chemin pour arriver au même résultat. Tout ça, ça montre que notre architecture cérébrale n'est qu'une solution parmi d'autres. On a cru qu'on était les seuls à avoir construit une autoroute, alors qu'en fait d'autres ont construit un réseau de TGV tout aussi efficace. Donc si on rassemble toutes ces pièces du puzzle, on a la science qui peut maintenant ouvrir le capot, on a la découverte que les émotions de base, elles, viennent de circuits très anciens et partagés, et on a le cas spectaculaire des oiseaux qui prouve qu'un autre type de cerveau peut produire des résultats similaires. Où est-ce que ça nous mène? Quelle est la conclusion logique de tout ça? La conclusion, elle devient inévitable. Les scientifiques ajoutent juste une dernière touche. Ils mentionnent que les drogues hallucinogènes, par exemple, perturbent les mêmes types de processus chez nous et chez d'autres animaux. Ça suggère une expérience subjective comparable. Et en accumulant toutes ces preuves anatomiques, chimiques, physiologiques, le raisonnement se referme comme un étau. C'est là qu'ils énoncent leur déclaration finale. Et elle est écrite noir sur blanc, sans aucune ambiguïté. Lisons-la. C'est vraiment le cœur du sujet. Le premier point, c'est la rupture avec le passé. L'absence de néocortex ne semble pas empêcher un organisme d'éprouver des états affectifs. Là, c'est la fin du match pour le tout cortex. Ensuite, la synthèse. Des données convergentes indiquent que les animaux non humains possèdent les substrats neurophysiologiques des états conscients, ainsi que la capacité de se livrer à des comportements intentionnels. Et enfin, la phrase qui change tout, le verdict. Par conséquent, la force des preuves nous amène à conclure que les humains ne sont pas seuls à posséder des substrats neurologiques de la conscience. Les humains ne sont pas seuls.
C'est une phrase d'une simplicité et d'une puissance incroyable. Et pour être sûr qu'il n'y ait aucun doute, il précise bien qui est concerné, n'est-ce pas? On ne parle pas juste de nos cousins les grands singes. Non, et c'est crucial. La déclaration conclut en disant que ces substrats sont présents chez, je cite, l'ensemble des mammifères et des oiseaux, ainsi que de nombreuses autres espèces telles que les pieuvres. La portée est immense. D'un seul coup, la conscience, ce n'est plus une petite lumière isolée dans l'univers, mais une guirlande qui s'allume un peu partout dans l'arbre de la vie. Si on devait résumer l'idée centrale, le point essentiel à retenir de tout ça, c'est donc en 2012, la communauté des neurosciences a officiellement acté un changement de paradigme. La base matérielle de la conscience, ce n'est pas une invention tardive et exclusive de l'être humain. C'est une caractéristique profondément enracinée dans l'évolution, partagée par des centaines de milliers d'espèces, y compris celles dont le cerveau ne ressemble, mais alors pas du tout, au nôtre. C'est une conclusion très forte. Est-ce qu'elle fait l'unanimité aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a encore des poches de résistance? La déclaration, elle a agi comme un catalyseur. Bien sûr, le débat scientifique continue sur les degrés de conscience, sur les types de conscience. Personne ne prétend qu'une pie a la même conscience qu'un humain. Mais le principe de base, l'existence d'une expérience subjective, d'un effet que ça fait d'être cet animal-là, ça, c'est maintenant très largement accepté. La résistance vient moins de la science que des habitudes de pensée culturelles ou philosophiques. Ce document, il a rendu scientifiquement indéfendable la position qui consiste à nier en bloc toute conscience aux animaux. C'est plus qu'un fait scientifique, c'est une révolution copernicienne pour la biologie. Après nous avoir délogé du centre de l'univers, puis du sommet de la création, la science nous retire notre dernier monopole, celui de la conscience. Ça nous force à repenser entièrement notre place, en fait. Ce qui nous amène à une dernière pensée pour continuer la réflexion. La déclaration de Cambridge, elle identifie avec une force incroyable les substrats, le matériel de la conscience. Elle nous dit que la machine est là et qu'elle est allumée, mais elle ne nous dit pas et elle ne peut pas nous dire ce qui se passe sur l'écran. Ce que ressent une pieuvre qui explore son environnement avec ses 8 bras ou un oiseau qui navigue grâce aux champs magnétiques terrestres. Alors, si on accepte qu'ils sont conscients, la prochaine frontière, le prochain défi vertigineux, n'est-ce pas d'essayer d'imaginer non plus seulement la présence de cette conscience, mais la nature même de ces mondes intérieurs si profondément étrangers aux nôtres?